Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, nous sommes le 19 décembre, c'est ma dernière tâche avant que je puisse officiellement me considérer en vacances. Pour terminer cette année, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu différente et mon équipe m'a dit mais Claire, fais tout simplement une vidéo bilan. Moi j'étais en mode non mais ce serait plus un format podcast et elles m'ont dit non, fais un bilan YouTube. C'est le genre de vidéo que nous on adore regarder pour les autres créateurs de contenu et moi j'étais en mode je ne sais pas si ça va intéresser grand monde mais écoutez, je les écoute et on va voir si ce bilan très authentique à cœur ouvert vous plaira. En toute sincérité, j'ai pas prévu de trame pour ce bilan, je vais parler comme ça me vient. Je l'ai préparé parce que de toute façon hier soir un peu tard j'ai ressenti le besoin de le faire. J'ai préparé du coup le bilan que je vais présenter du coup à mon équipe à la rentrée et c'était aussi le sujet de la dernière newsletter, donc en quelque sorte ça fait un moment que je sais ce que j'ai à dire si je dois faire le bilan de 2024 et je pense que j'ai d'ailleurs beaucoup de choses à dire parce que il s'est passé énormément de choses cette année. Donc je vais commencer juste par parler de chiffres parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse énormément et ensuite je ferai l'analyse de ces chiffres. Pour remettre les choses dans leur contexte, ça fait maintenant 5 ans que je suis entrepreneuse, donc c'est pas ma première année que je fais un bilan, et j'ai en réalité 2 activités en parallèle. J'ai une activité vraiment sur de la partie formation, donc un organisme de formation, et à côté un business de prestation de services type agence. La réalité c'est que j'ai essayé un temps, et on va revenir dessus, de déléguer un maximum de missions, mais c'est pas facile, donc c'est quelque chose sur lequel je travaille encore. Il y a encore, disons, beaucoup de missions que je réalise moi-même. Donc j'ai vraiment ces 2 pôle d'activité et cette année du coup, si je dois être totalement transparente avec les chiffres, de toute façon on est là pour ça, j'ai généré 102 000 € de CA sur la partie formation et 103 000 € sur la partie prestation de service, ce qui nous fait un bilan total de 205 000 €, ce qui ne veut rien dire si on ne parle pas de charges, puisque un chiffre d'affaires ne reflète pas forcément le résultat de l'entreprise. Donc même si ce CA peut paraître beaucoup ou même pour certains faible, je ne sais pas, si je fais pas une comparaison avec l'année dernière pour savoir si on est en croissance, en décroissance et par rapport à ce que j'ai dépensé, ça n'a aucun sens. Donc si je m'en tiens à la partie formation du coup, et si je fais une comparaison avec l'année 2023, on a généré à peu près exactement le même chiffre d'affaires, puisque en 2023 on avait généré 103 000 € de CA, et cette année 102 000. En 2023 nous avions accueilli 144 nouveaux apprenants, et cette année 141, donc les chiffres sont assez similaires. Là où ce n'est pas du tout similaire, c'est qu'on aurait dû connaître une vraie croissance, car j'ai à peu près doublé l'investissement pour obtenir ces résultats. En 2023, j'avais dépensé 20 000 € dans mon équipe, les freelances qui travaillent au quotidien avec moi, 18 000 € dans des outils et 11 000 € en publicité. VS en 2024, où mon équipe m'a coûté, puisque elles vont beaucoup plus travailler, 40 000 €, mes outils 37 000 €, pareil, on s'est beaucoup plus outillé, et on a aussi beaucoup plus fait d'ads, puisqu'on est sur 21 000 €. Donc en gros, sur mes 3 pôles de budget, équipe, outils, ads, j'ai à peu près tout doublé pour obtenir donc un chiffre d'affaires équivalent, ce qui fait donc qu'en 2023, là où j'avais généré un résultat de 54 000 € sur la partie formation, cette année j'ai généré un résultat de 4 000 €. Et donc dedans, on ne compte pas la rémunération de moi-même, la créatrice, la fondatrice. Donc 4 000 €, j'estime que cette activité n'est pas rentable, puisque ce n'est évidemment pas avec 4 000 € que je peux vivre durant une année. Donc dans la suite de cette vidéo, je vais rentrer dans le détail de toute cette partie-là et de mes prévisions pour l'avenir, parce que je pense qu'on est en train de connaître la fin de l'infoprenariat, mais j'aurai le temps d'en reparler par la suite. Maintenant, si je vous fais le point sur la partie prestation de service, j'ai pas fait de comparaison par rapport à 2023, mais je le sais, j'ai à peu près doublé mon CA sur la partie prestation de service, puisque cette année j'ai fait 102 000 € de prestation de service, un résultat de 90 000 €, puisque j'ai très peu délégué de mission, j'ai eu beaucoup de mal à le faire encore une fois. Donc en gros, c'est uniquement l'activité que j'ai générée seule en faisant des missions freelance, et en fait, pour être totalement transparente avec vous, 70% du CA provient d'un seul client sur lequel j'ai de nombreuses missions. Et si je parle plutôt en termes de temps dépensé, en gros à peu près 30% de mon temps est dédié à la partie prestation de service. Donc si on parle en termes de rentabilité pure, puisqu'on est dans les chiffres, ça signifie que je pourrais prendre la décision de travailler 3 fois moins pour générer exactement le même résultat. Puisque 30% de mon temps génère 96% de mon
résultats. Donc, maintenant qu'on a posé les chiffres et que tout le monde est content d'avoir ces données très croustillantes, on va pouvoir passer à l'analyse, qui est à mes yeux ce qui compte vraiment pour justement savoir où on va par la suite. Donc cette année, il s'est passé quand même énormément de choses dans mon business, notamment en janvier, où on a lancé avec mon conjoint du coup, Christian, Circadia, une agence donc de prestation de services sur des sujets no-code. Je me disais, écoute, ça fait 5 ans que tu fais ça, peut-être que c'est le moment de réussir à passer à l'étape supérieure et donc à déléguer des missions à des freelances qui auraient les mêmes compétences que toi. Tu les encadres, tu les coaches et donc à leur tour de faire les missions. L'idée derrière le lancement de Circadia, c'était de réussir à me dégager du temps puisque dans les faits, en fait, j'avais tellement de leads entrants, ce qui est toujours le cas, on n'a toujours pas résolu ce problème, que je n'arrivais pas à répondre à tout le monde. Je n'arrivais pas à faire front à toutes les missions. C'est clairement un problème de riche, mais c'est quand même un problème puisque j'ai vraiment envie d'accompagner tous ces clients, mais j'ai pas envie de le faire à l'arrache, j'ai envie de le faire de manière ultra qualitative, qu'on soit une agence d'excellence. Et donc, ça me prenait énormément de temps. Ça me prenait en réalité plus de temps de déléguer la mission puisque je coachais énormément les freelances que si j'avais fait la mission toute seule. Puisque le constat qu'on a fait en cherchant à déléguer ces missions, c'est que la majorité des freelances en no-code ont certes une bonne expertise technique, mais en réalité ne sont pas de bons freelance avec des gros guillemets, dans le sens où être freelance, ce n'est pas juste avoir une expertise technique, c'est aussi avoir toute une expertise sur le relationnel client, le fait d'être capable de comprendre le besoin du client pour y apporter une solution technique, c'est ça la véritable expertise, d'autant plus sur des sujets no-code, étant donné que je le vois sur mes propres missions, moi je passe réellement que 10% de mon temps à no-coder, en tout cas quand t'es bon en no-code, tu vas tellement vite qu'en réalité 90% de ton temps, tu le passes à former tes clients, en réunion, à répondre à des mails, à les rassurer. C'est quasiment que de la communication, que de la gestion de clients en fait. Et ça, la majorité des freelances qui par le passé étaient salariés, n'ont pas du tout l'habitude d'effectuer ce type de mission. Et d'ailleurs, je pense sincèrement que la majorité des freelances qui ont du mal à vivre de leur activité parce qu'ils disent qu'ils ont que des missions ultra court terme, c'est parce qu'ils ne font pas tout ce qu'il y a autour. Et en réalité, je pense que c'est là qu'on apporte une vraie valeur. Parce que en soi, créer un espace Notion pour un client, c'est pas si compliqué que ça. Genre vraiment, on va être totalement honnête. Je sais que pour certaines personnes très éloignées de la tech, ça peut être compliqué, mais il n'y a pas besoin d'apprendre un langage de développement. Quand on est habitué à utiliser cet outil tous les jours, c'est même quelque chose d'assez aisé. Ce qui est vraiment compliqué, c'est de former les équipes, de les onboarder, d'assurer un suivi et de créer un espace qui leur corresponde et réponde vraiment à leurs besoins. Et pour ça, encore faut-il être capable de les déterminer. Et donc là où moi et où du coup mes freelances doivent apporter une véritable plus-value, c'est sur la partie compréhension des besoins, définition du cahier des charges, définition de la roadmap projet et derrière accompagnement jusqu'à... moi mes missions elles durent minimum 3 mois et la majorité de mes clients je les garde plusieurs années. Quand je dis ça à d'autres freelances, ils sont en mode mais comment ça, mais qu'est-ce que tu fais pour eux? Mais en fait il y a toujours quelque chose à faire parce que même moi en fait en faisant de la veille sur les outils, je leur dis voilà, il y a une nouvelle fonctionnalité sur Notion, j'ai pensé à vous parce qu'on avait fait telle fonctionnalité, telle chose sur votre espace, peut-être que ça vaudrait le coup que je refasse une petite journée de mission pour vous pour mettre à jour telle chose, prendre le temps avec telle personne d'en discuter parce que c'était elle en lead sur le sujet. Et ça, en fait la majorité des freelances ne le font pas et je pense que c'est ce qui les prive de toute la partie récurrence de leur activité. Donc face à ce constat, avec Christian on a décidé d'arrêter de travailler ensemble. Lui en plus en fait il s'est lancé à mes côtés mais c'était pas son projet, c'était pas son bébé, il avait pas un affect aussi conséquent que moi pour tous ces sujets et à ce moment-là il commençait déjà à envisager de développer un business autour du paddle, donc ce qui n'a rien à voir et pas le paddle le bateau, le paddle le sport de raquette. Je sais que j'avais dit qu'on ferait un épisode de podcast ensemble pour en parler et parler de la suite pour lui, mais pour l'instant on ne se sentait pas prêt ni l'un ni l'autre. On a arrêté de collaborer ensemble aussi parce que j'avais le désir moi d'arrêter la partie Circadia puisque elle m'épuisait. En tout cas je ne souhaitais plus déléguer les missions de la même façon. J'ai eu trop de mauvaises expériences en fait où je déléguais des missions et où ça se passait pas bien pour être totalement honnête. En fait je pense que ce qui manque aujourd'hui en France c'est une vraie formation qui permette à des personnes qui ont développé une expertise technique sur des sujets no-code de devenir freelance puisque de toute façon le constat est clair, il n'y a toujours pas assez de postes en CDD, en CDI sur des contrats long terme sur des missions no-code. La majorité des missions sont destinées à des freelances parce que les entreprises sont encore trop frileuses et donc pour ça t'es obligé d'acquérir des compétences complémentaires autres que techniques et
pour l'instant, ça n'existe pas. Cette formation qui permettrait de vraiment faire comprendre la démarche dans laquelle tu approches un client quand tu fais une mission no-code. On parle de transformation digitale, on parle de conduite du changement, et ça, pour moi, il n'y a aucune formation actuellement en France qui permet de comprendre tous les enjeux derrière l'intégration de ce type d'outils au sein des entreprises. C'est pourquoi, une fois que j'ai réussi en septembre à digérer l'arrêt de Circadia, j'ai bien réfléchi, j'avais de nouveau des leads entrants et des leads qui m'excitaient énormément, et je me suis dit, écoute, je sais ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai quand même envie d'aller dans ce sens, mais j'ai envie de faire les choses mieux que la dernière fois, on va faire différemment. J'ai envie de créer cette fameuse école pour freelance, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà une expertise technique, j'ai envie de les accompagner à monter leur activité. Donc là, ça y est, c'est parti, à l'heure à laquelle je vous parle, les 5 profils ont été sélectionnés. Enfin, j'ai encore 2 calls début janvier pour m'assurer de pas passer à côté de quelques pépites. Je vais les accompagner durant 6 mois pour développer leur activité, et c'est un projet qui m'excite énormément, parce que je sais que j'ai les compétences pour le faire, mais qu'actuellement j'avais juste pas le temps de le faire. Et là, pourquoi je vais réussir à me dégager du temps? Parce qu'ils vont payer cet accompagnement. Et en fait, là où avant je perdais de l'argent parce que je passais plus de temps à les coacher, à faire des missions que j'aurais pu faire en 10 fois moins de temps, là, ils payent pour mon accompagnement, donc c'est une démarche totalement différente. Et l'objectif, c'est que quand je les place dans les missions clients, comme je les aurais accompagnés en amont, normalement ils seront autonomes, et là pour le coup, on pourra délivrer des missions de qualité sans que j'aie à intervenir outre mesure. Morale de l'histoire, et ça on ne le répétera jamais assez en entrepreneuriat, tant qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution, et c'est pas forcément la première solution à laquelle t'as pensé qui va fonctionner. Il y a d'ailleurs rarement des cas où en fait l'entrepreneur trouve tout de suite la bonne solution, c'est souvent grâce à plusieurs itérations qu'on finit par trouver la bonne solution. Je ne suis même pas persuadée que cette solution soit la bonne, pour autant j'y crois déjà un petit peu plus. Elle me paraît beaucoup plus sensée aujourd'hui, en tout cas j'ai beaucoup plus de recul sur la situation et beaucoup plus l'expérience de l'accompagnement de ces profils, donc je pense que ça fonctionnera beaucoup mieux. Maintenant, sur la partie formation, vous l'avez compris, ça a été l'hécatombe cette année. Alors, en toute honnêteté, je pense que je suis loin d'être la seule à avoir vécu cette chute d'activité. Je pense cependant que nous sommes très peu à assumer réellement cette chute drastique de chiffre d'affaires. De mon œil d'infopreneuse, on va dire, j'ai vu énormément de créateurs essayer un peu de se débattre et de chercher des nouveaux moyens en fait de générer du chiffre d'affaires. Je pense que 2025, beaucoup vont arrêter leur activité, puisque de toute façon, soit on va devoir s'adapter et faire différemment, soit on va juste s'arrêter. Je n'y crois pas. Je pense que les seuls qui vont rester, ce sont ceux qui ont un peu l'effet gourou. Quand je dis effet gourou, c'est vraiment dans le sens négatif du terme, c'est des personnes qui sont capables de vendre n'importe quoi juste parce que ce sont elles. Je pense qu'il y en a qui le font totalement volontairement et qu'on n'a un peu rien à faire d'un point de vue éthique. Je pense qu'il y en a, c'est un peu malgré eux, ils sont devenus des gourous sans trop s'en rendre compte. Pour ma part, je sais que j'ai pas du tout cet effet gourou. C'est très rare en tout cas que je rencontre des personnes qui sont vraiment fans de moi, pour la simple et bonne raison que je ne vends pas du tout du rêve. J'avais justement fait une newsletter entière à ce sujet. Quand on me demande est-ce que c'est possible de vivre de son activité en freelance en développant une expertise en no-code en moins de 3 mois, la réponse est très claire, la réponse est non. Pourquoi? Parce que déjà développer une expertise technique, ça prend du temps, et tous ceux qui disent qu'il est possible de développer un business en ligne sans aucune compétence en moins de 3 mois et de générer plus de 10K de chiffre d'affaires sont des menteurs, à part si tu es prêt à t'asseoir sur tes valeurs et à faire des choses un petit peu moins éthiques. Mais dans la réalité, ce n'est pas possible. Et donc d'abord tu vas devoir développer une expertise technique, ça va potentiellement te prendre plusieurs mois, plusieurs années, c'est normal, ça s'appelle l'expérience, puis tu devras développer des compétences entrepreneuriales qui te permettront d'aller prospecter, savoir négocier tes prix, bref. En gros, gérer toute la partie business de son entreprise, assumer ta casquette de CEO même en tant que freelance. Et donc comme je ne vends pas du rêve et que même mes formations vont dans ce sens, c'est-à-dire que typiquement mon bootcamp Make, tu peux pas payer sur mon site, t'es obligé de te préinscrire, t'es obligé de suivre un petit test en ligne pour t'assurer que ce soit adapté à ton niveau, et ensuite de prendre un call avec moi pour parler de ton expérience. Pourquoi je fais tout ça et pourquoi je mets aussi autant de barrières à l'entrée dans le fait de rejoindre le bootcamp Make? Tout simplement parce que le bootcamp Make, pour moi, ça demande un certain niveau d'engagement. On parle d'un bootcamp sur 1 mois avec une promo restreinte où 2 fois par semaine, on se retrouve en live, on pratique et tu dois en plus travailler au moins 1 à 2 journées en autonomie à côté. Et évidemment, quand tu dis aux gens qu'ils vont devoir travailler pour réussir, tout de suite, ton marketing il a un peu plus éclaté au sol et donc tu fais beaucoup moins de ventes. Moi ça me dérange pas parce que de toute façon, je sais que je veux pas vendre de la formation pour vendre de la formation et juste faire du CA. J'ai toujours voulu faire de la formation juste parce que j'adore ça. Les bootcamps, typiquement, c'est moi qui les organise, c'est moi qui les anime parce que j'adore vraiment ces moments-là, tout comme les masterclass, tout comme en fait juste tourner les contenus MOOC, c'est quelque chose pour lequel je
je prends du plaisir. Mais le problème, c'est que comme à côté, il y a énormément de programmes en ligne qui proposent un peu des méthodes miracles pour justement gagner un maximum d'argent en un temps record, bah typiquement les personnes qui ont un marketing un peu plus réaliste, parce que c'est juste ça, bah du coup passent un peu à la trappe. Et le problème, c'est que j'en ai encore énormément en call de vente qui sont juste étonnés du niveau de travail que ça requiert. Bah ouais, en fait, c'est comme n'importe quoi dans la vie, j'ai envie de vous dire. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et donc là, c'est typiquement le cas. Et moi, je me pose beaucoup de questions là-dessus parce que j'ai la sensation d'être un peu un ovni dans le monde des formations en ligne. Mes arguments marketing sont quand même très très éloignés de tout ce qu'on peut voir dans le monde de la vente de formations en ligne. Typiquement, moi je trouve que les bundles qui sont sortis cette année, les fameuses 500 formations à moins 98% de réduction, je pense que c'est l'archétype de ce que les gens ne veulent plus acheter. Déjà, en toute sincérité, personne n'a besoin de 500 formations. En fait, ça dépend de tes objectifs. Tout le monde n'a pas besoin de suivre un bootcamp make. Tout le monde n'a pas besoin de suivre une formation business. Ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire, quelles sont les compétences que tu veux acquérir, c'est quoi en fait ton objectif long terme. Et je pense qu'il y a grave ce truc autour des formations en ligne où on a cru que les gens achetaient ça juste un peu par effet de collection. Marine a été un peu dans ce cas-là avant de travailler à mes côtés. Elle achetait juste un max de formations en ligne et ne les suivait jamais. Donc je me dis, en fait, peut-être que c'est pas le format formation en ligne qui correspondrait à ce que je propose. Peut-être qu'il faut que j'aille voir ailleurs. À la fin de l'année, on a également appris autre chose qui va dans le sens d'annoncer la fin de l'infoprenariat en France. Notre partenaire avec qui nous collaborions pour justement faire financer les bootcamps par vos OPCO ou par France Travail a donc clôturé son activité. Et donc nous ne proposons plus actuellement le financement des bootcamps. C'est à mes yeux qu'une nouvelle manifestation du fait qu'on est en train de toucher au bout du truc. Et autour de moi, je vois de plus en plus de personnes qui accompagnaient notamment des infopreneurs, des freelances notamment, qui commencent à élargir leur cible parce qu'ils commencent à capter que nos business ne se portent plus si bien que ça. Moi j'ai la chance quand même de ne jamais avoir souhaité mettre tous mes œufs dans le même panier et toujours avoir diversifié mon activité et donc de ne pas être en difficulté réelle financière aujourd'hui. Cependant ça me fait quand même chier, désolé YouTube. Pour ma part, cette partie formation c'est celle qui me plaît le plus, c'est celle qui me fait vibrer, c'est celle où quand je sais que je me lève le matin pour bosser sur ces sujets-là, ça m'excite énormément. Je vais pas dire que la partie prestation de service m'excite moins, mais c'est une réalité. Je préfère largement transmettre des connaissances, ça c'est propre à chacun, que de créer une solution pour autrui. Et d'ailleurs en vrai, c'est pas parce que je fais de la prestation de service que je fais pas de la formation, parce que typiquement le gros client que j'ai en fait maintenant c'est quasiment que de l'activité de formation, donc ça m'excite tout autant. Mais bon, sur la partie répondre aux mails, tout ça, moi c'est la partie qui me rend malade, que je déteste. Et heureusement il y a Marine qui m'aide là-dessus, mais pas surtout, genre typiquement les mails clients c'est uniquement moi qui les gère, et donc ça explique parfois tous les retards que j'ai, et aussi je trouve que c'est de toute façon très symptomatique des entreprises en 2024. Et je pense que ça fait un moment que c'est le cas, on envoie beaucoup trop de mails. Pour moi, c'est anti-productif. Ça m'est arrivé cette année, pour un de mes clients, de partir 3 jours parce que j'étais en événement, j'avais prévenu, et de revenir et d'avoir 83 mails, juste parce que j'étais dans des boucles et tout. Ça m'a pris 1 heure et demie à tout relire et à synthétiser les questions qui me concernaient. Je pense que ça, c'est typiquement non productif. Il aurait suffi que j'ai un mail avec la synthèse des questions. En fait, ça leur aurait coûté de l'énergie à eux, parce que eux, ils prennent les mails comme un chat instantané. C'est comme WhatsApp. Enfin, moi, de toute façon, ça fait 3 ans, 4 ans, je ne compte même plus, que je n'ai plus de notifications sur mon téléphone. Ça choque tout le monde, mais je me suis jamais sentie aussi bien que depuis que je n'ai plus aucune notif. Mais voilà, je suis très nulle pour répondre aux messages. De base, c'est quelque chose qui m'excite pas. Voilà, tous mes proches le savent. S'ils n'ont pas de réponse, faut pas qu'ils prennent pour eux, c'est juste moi qui suis comme ça, je suis une mauvaise personne de ce point de vue-là. Et donc du coup, sur la partie gestion client, c'est ce qui me bloque, mais au moins je connais mes faiblesses et donc je bosse dessus. Et cette année, je trouve que j'étais plus dans le contrôle, un peu plus dans la réactivité, dans l'anticipation, et moins dans je subis tout ça. En tout cas sur la deuxième partie de l'année, la première c'était pas le cas, hein, faut être honnête. Pour terminer cette vidéo, j'ai envie de vous faire un petit peu un bilan personnel sur cette année, parce que vous êtes beaucoup à me demander comment ça va vraiment. Pour tout vous dire, je suis extrêmement fatiguée. J'ai vraiment la sensation d'être genre un arbre dans la tempête qui genre essaye de rester droit malgré tout et qui galère. Ça fait 5 ans qu'il est là et qu'il pousse progressivement. Au début quand il est né et qu'il commençait à pousser, il avait espoir qu'un jour la tempête s'arrête. Maintenant il a accepté que de toute façon c'était foutu, que la tempête elle était là et qu'elle allait rester, et limite que c'est ça l'entrepreneuriat. Et là j'ai l'impression que je suis même en train d'accepter
le fait que je vais devoir genre plier, l'image est folle, je vais devoir plier un peu et subir la tempête pour réussir à vivre en fait. Je sais que beaucoup de personnes parlent d'équilibre vie pro, vie perso. Moi c'est pas forcément ça qui me frustre parce que en vrai, je fais pas vraiment de différence entre les deux tellement j'aime ce que je fais professionnellement. Donc pour moi, entre les deux, la frontière est très floue. Moi, je trouve que c'est vraiment la notion d'équilibre entre performance et kiff qui est difficile à trouver. C'est-à-dire que si je voulais juste générer un max de thunes, donc performance en termes de chiffre d'affaires, je saurais exactement quoi faire. Le problème, c'est que je n'aurai plus du tout la partie kiff. En gros, la partie performante n'est pas celle que j'aime le plus. Si je voulais faire uniquement ce que je kiffe, globalement, il faudrait que je me sépare de toutes les personnes avec qui je travaille, puisque demain, on gagnerait plus d'argent. Donc en gros, l'équilibre entre les deux, je l'ai toujours pas trouvé, et je trouve ça très compliqué. Donc je pense que sur la partie formation, on n'a toujours pas trouvé notre business model. Il va falloir penser les choses différemment. Là, on a un plan A, un plan B, un plan C, qu'on va dérouler les trois en parallèle à partir de janvier 2025. S'il y a bien un truc que j'ai appris dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut toujours avoir plein de plans d'avance parce que faut toujours être capable de se retourner très très vite. Donc là, le plan A, c'est un changement global de stratégie. Donc globalement, on ne fera plus de mini-challenge gratuits. Les mini-challenges seront payants. Et donc en fait, on ouvrira des mini-challenges tous les 3 mois uniquement aux derniers arrivés dans notre liste email. Et plus globalement, il n'y aura plus jamais de promotion sur nos bootcamps parce que je trouve aussi que c'est baisser leur valeur perçue. En fait, je sais quelle valeur ils ont, donc en fait, il n'y aura plus de promotion. Ça signifie aussi que quel que soit le moment auquel vous aurez besoin de ces bootcamps, vous pourrez le rejoindre au même prix. Et je trouve que ça c'est important parce que la réalité c'est que un bootcamp make, t'en as besoin à un moment précis de ton business où en fait t'es au moment où t'as mis des process en place, tout roule, tu commences à générer du CA mais t'as besoin de te dégager du temps et donc tu suis un bootcamp d'automatisation pour automatiser les process que t'as mis en place. C'est vraiment à ce moment clé là que t'as besoin de suivre ce type de formation, c'est pas avant, c'est pas après, parce que c'est soit trop tôt, soit trop tard. Et donc ces deux choix vont nous éloigner aussi de tout ce qui est infoprenariat, puisque on partagera moins gratuitement, mais c'est volontaire aussi, parce que je pense qu'on a donné trop, en toute sincérité, et j'en ai marre aussi de me retrouver dans des discussions avec des personnes qui souhaitent négocier, avoir des codes promo supplémentaires, etc. En fait, c'est pas mon truc, j'aime pas ça, le prix sera fixe, et en fait ce sera comme ça pour tout le monde. Et il n'y aura pas de discussion possible. Soit tu as les moyens, soit tu les as pas. Si tu n'as pas les moyens, c'est que de toute façon, tu n'es pas au moment de ton business où tu as besoin de ce bootcamp. Point. Et il n'y a pas de discussion possible. Ça peut paraître un peu drastique, mais je pense que c'est nécessaire pour la suite. Le plan B, c'est de passer sur un tout nouveau mode de fonctionnement. Je pense que c'est le moment pour nous, et c'était l'objectif de base, de créer une vraie école. Je pense que là, pour le coup, j'ai pas l'énergie pour le faire seule. Donc on est déjà en train d'être dans une démarche de recherche d'investisseurs. Pour moi, c'est potentiellement un projet que je vais faire avec des investisseurs, mais même un associé, pour développer une école en physique. Pas une école classique, j'ai envie d'aller sur un modèle vraiment axé autour de l'apprentissage par la pratique. Peut-être que ça parlera à certains. Et donc je suis déjà en train d'essayer un peu de faire jouer mon réseau pour approcher les bonnes personnes. Ça me paraît fou d'oser faire ça. Parce que vraiment il y a quelques années je me serais dit non c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et là j'y vais parce que toujours ce petit truc d'instinct de survie où je me dis en fait de toute façon il n'y a pas le choix, c'est maintenant ou jamais. Donc ça c'est le plan B. Et le plan C, c'est de lancer un nouveau projet du kiff, j'ai appelé ça, c'est-à-dire on va lancer des hackathons en physique. De nouveau, abonnez-vous à la newsletter si vous voulez être tenu informé des lancements de ces événements. Si je le mets en plan C, c'est parce qu'on n'a aucune idée de est-ce que ça nous permettra de générer du CA ou si on sera juste à l'équilibre à la fin. Il faut de toute façon faire une première édition pour réussir à évaluer tout ça. Estimer les coûts c'est facile, réussir à savoir combien de places on va vendre, pas si facile. Donc tout ça arrivera en 2025, j'ai très très hâte. Le plan A, le plan B, le plan C sont ultra clairs et on sait où on va. Lequel nous permettra de nous sortir de cette situation, je ne sais pas encore. Là, je vais faire une vraie pause pour les fêtes. Là, j'ai fait mes valises, je me suis acheté un bouquin et j'ai pris ma Switch et je vais vraiment couper. J'en ressens le besoin et c'est très rare parce que d'habitude, je panique et j'ai très peur à l'idée de prendre des vacances. Là, je suis très excitée et c'était aussi pour ça que j'étais excitée à l'idée de faire le bilan parce que je me disais une fois que c'est fait, c'est bon, je peux partir en vacances et je serai prête pour ma réunion de rentrée. Donc je vais être honnête, je vais quand même un peu travailler parce que y a rien qui me fait plus peur que de tomber malade en vacances. Les entrepreneurs,
je sais que vous me comprenez. Quand on arrête de travailler d'un coup, par rapport au rythme qu'on avait avant, moi à chaque fois je tombe malade. Et là ça fait 2 années de suite que je tombe malade systématiquement à Noël. Donc là je vous tiendrai au courant le 6 janvier de comment se sont passées mes vacances. Grippe, pas grippe, on sait pas. Mais donc là du coup j'ai mis en place tout un process pour ne pas tomber malade. Notamment le fait que je vais continuer à travailler 1 à 2 heures par jour, mais uniquement sur des choses que j'aime. Donc faire un petit peu de montage vidéo, refaire un peu le Notion de l'équipe. En gros tous les petits trucs que je prends du plaisir à faire, et ce sera vraiment que de 10h à midi, et après tout le reste je ferai que du kiff. Donc l'objectif c'est de garder quand même un minimum d'activité pour, en gros c'est chimique. Il y a un truc qui fait que nos défenses immunitaires chutent si on a un changement d'activité trop drastique, je vous jure, je me suis renseignée. Quand on est à taper sur internet comment ne pas tomber malade pendant les vacances, c'est que vraiment t'as besoin de conseils. Donc petite cure de magnésium et rythme juste ralenti. Si j'arrive à me sentir bien comme ça, je pense que la deuxième semaine j'essaierai de ne même pas travailler les 2 heures par jour. Je pense que je peux y arriver. Mais j'ai des petits trucs à faire comme ça et ça va. C'est des trucs que je kiffe. Pour moi c'est pas vraiment du travail. Comme je vous le disais juste avant, en fait il y a les trucs pour la performance, il y a les trucs pour le kiff. Globalement tout ce que je me suis mis pour les vacances c'est que du kiff, dont le montage de cette vidéo qui je pense sortira entre Noël et Nouvel An. Merci à tous d'être encore là et de m'écouter. J'ai passé une super année sur YouTube. J'ai repris un rythme là depuis cet été qui me convient parfaitement. Là les dernières semaines ont été un peu plus compliquées, on a fait moins de vidéos, mais on va retrouver le rythme. Donc écoutez, je vais tous vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé un bon Noël, si celui-ci est déjà passé, je sais pas trop quand je publierai cette vidéo, mais j'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez passé plus globalement une belle année, que vous passerez un bon Nouvel An et que vous serez prêts à réattaquer la rentrée on fire. On a plein de belles choses qui arrivent pour 2025 et je ne doute pas du fait qu'on saura se relever, parce que la réalité c'est que je pense que les entrepreneurs qui échouent, c'est juste ceux qui n'essaient pas assez avant de réussir. C'est qu'une question de persévérance. En fait, c'est normal de pas réussir du premier coup. Et cette année, ce que ça m'a appris, c'est que un truc peut marcher un temps, et à un moment, tu devras quand même te renouveler parce que ça ne marchera plus. Et je pense que sur la partie infoprenariat, c'est typiquement ce qui est en train de se passer. Passez tous de très belles fêtes de fin d'année, et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles vidéos. Bye! You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're gonna be, who you're gonna be, who you're gonna be.